Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Terre d'Info, votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux nouvelles technologies parce qu'il paraît que les agriculteurs seraient au top de la technologie. Alors, info ou intox, il paraît qu'il y a des drones qui surveillent les champs, des tracteurs qui se dirigent tout seuls, info ou intox. Est-ce que les agriculteurs aujourd'hui sont en capacité de s'approprier ces nouvelles technologies? Peuvent-ils s'équiper de ces machines pour optimiser leur rendement? On en discute avec nos 4 invités d'aujourd'hui. Et tout d'abord, puisque nous sommes galants, Delphine Descamps, bonjour. Bonjour. Vous êtes agricultrice et productrice de lait, c'est bien ça? Oui. Dans quelle région exactement? Donc le Perche-Vendômois, c'est le département du Loir-et-Cher. À Savigny-sur-Bray, c'est ça? Exactement, voilà. Et vous êtes... Charmante Bourgade, traversée par la Bray. Et vous êtes productrice de lait, ça veut dire que vous avez combien de vaches allaitantes? Laitières, puisqu'elles font du lait. On a une 60aine de vaches laitières en production. L'ensemble de ce qu'on produit part aux fromageries Belle, donc la fabrication du Cousteron, du Babybel, voilà, du Kiri qui est exporté vers les Japonais. Voilà, on est assez fiers. Et vous avez donc, vous aussi, on verra tout à l'heure, robotisé votre exploitation et ces nouvelles technologies, vous les utilisez au quotidien. En face de vous, nous accueillons Jean-Paul Borde, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du département recherche et développement d'Arvalis. Alors, Arvalis, institut de recherche, mais en quelques mots, une petite présentation de cet institut. Oui, alors Arvalis, Institut végétal, c'est un institut technique agricole qui fait de la recherche appliquée. Sa mission, c'est de mettre au point des techniques et des outils pour les agriculteurs. Voilà. Et puis on balaye un champ de la production végétale qui va des céréales au fourrage, pommes de terre, lin, protéagineux, enfin, etc. Et un champ qui va aussi depuis l'implantation de la culture jusqu'à la récolte, la valorisation aussi par les animaux. Et il y a aussi une partie technologie, c'est-à-dire matériel, comment utiliser les nouvelles technologies dans le matériel agricole. On va parler d'innovation avec vous, aussi d'appropriation par les agriculteurs, parce que c'est vraiment là aussi un sujet qui est très important sur l'acceptation de nouvelles technologies par les agriculteurs. Nouvelles technologies, on en parle aussi avec Romain Farou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial d'Erinov. On va parler de drone, c'est ça, avec vous, et le drone au service des agriculteurs aujourd'hui. Précisément. Je suis un des fondateurs d'Erinov qui a fait émerger l'idée du drone sur les exploitations agricoles dans la grange familiale, comme on se plaît à le raconter. On a passé une première année de développement de drone il y a 4 ans dans une exploitation du Poitou et on est venu présenter ça de façon un peu audacieuse assez rapidement au monde agricole, dont la plupart des observateurs nous auraient dit qu'il n'était peut-être pas prêt, alors que moi je pense qu'il a toute vocation à innover et à considérer les arguments d'une innovation qui répond à plusieurs problématiques qui leur sont posées aujourd'hui. Et on va voir que c'est accessible là aussi à tout type d'agriculteurs. Haute technologie importante, celle de l'agroéquipement. Et pour représenter ce secteur, on reçoit Jean-François Goupillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique d'Axema. Alors là aussi, il faut rappeler ce qu'est Axema. Axema, c'est l'association des fournisseurs d'équipements pour l'agriculture. Donc les fabricants de tracteurs, les importateurs aussi, bien sûr, les fabricants de machines, et puis les équipements qui vont autour et les sous-ensembles de ces matériels-là. Donc on évoquera avec vous le tracteur qui avance tout seul et qui se dirige tout seul. Alors si vous aussi, vous le savez, vous voulez poser vos questions à nos invités, très simple, vous avez 3 possibilités. Nos réseaux sociaux, notre page Facebook Campagne TV, notre Twitter @Campagne TV ou notre site www.campagnetv.com et nos invités y répondront en fin d'émission. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec Delphine Descamps. Vous, l'utilisation de nouvelles technologies dans votre philosophie d'exploitation, c'est arrivé assez tôt dans la réflexion? Il faut savoir que ce qu'on appelle, puisque donc je parlais robot de traite, c'est en fait la synthèse de technologies qui existaient déjà avant. La grande nouveauté est d'avoir réussi à tout mettre ensemble et à avoir adapté l'ensemble des capteurs qui existent déjà dans un élevage, de l'associer à l'acte de branchement, donc de traite des vaches laitières. Et l'énorme intérêt a été donc, je vous dis, de synthétiser toutes ces technologies, d'avoir ensuite de façon de les gérer par ordinateur, par logiciel, et donc d'avoir une information en temps réel des données de production, chose que avant il fallait les mesurer, faire l'acte de mesure, là il se fait quasi automatique. Et donc cette synthèse-là a été permise par effectivement des brevets, c'est là que je rejoins l'intérêt des gens du machinisme qui ont effectivement appliqué tout ce qui existe
au niveau des industries qui existaient avant, l'appliquer au niveau de notre production à nous. Alors concrètement parlant, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, oui, on a des vaches laitières qui vont se traire toutes seules, qui sont en autonomie intégrale, elles font ce qu'elles veulent quand elles veulent, et elles n'ont plus besoin de nous la majorité du temps, et même à la limite, elles nous le font ressentir, parce qu'elles ont acquis une liberté au sein des bâtiments qui est assez bluffant et remarquable. On reviendra là sur ce point qui est important, mais Jean-Paul Borne, justement, l'accès des nouvelles technologies au monde agricole, on peut dire que ça se situe au niveau de quelle époque aujourd'hui ? Ce basculement-là. Alors, disons que ça dépend de ce que l'on met derrière les nouvelles technologies. Si on dit, voilà, les nouvelles technologies, c'est plutôt la science des capteurs qu'on utilise, soit auprès des animaux ou des végétaux. Ça a commencé dans les années 90, vraiment à se développer, avec quelque chose qui a marqué un peu le paysage dans le monde de la production végétale, c'est les capteurs pour diagnostiquer l'état de nutrition azotée des plantes. Autrement dit, savoir si elles ont besoin ou pas d'azote, voilà, qui est un intrant important sur lequel les agriculteurs sont assez attentifs. Et donc il s'est développé dans le courant des années 90 tout un tas de capteurs et de systèmes d'information. Parce que le capteur, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est la science que l'on met derrière pour interpréter le signal et le rendre opérationnel pour les agriculteurs. Et donc, il y a tout un tas d'organisations et de systèmes qui se sont développés dans le courant des années 90. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parfois, les technologies n'étaient pas en phase. Alors, je vais vous donner un exemple. Lorsque les premiers services ont démarré avec des images satellites, l'Internet n'était pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Et on envoyait les premières images par fax. C'est-à-dire qu'on faisait des belles images colorées, etc. Mais la technologie de transfert de l'information aux agriculteurs n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont connectés sur des sites, ils vont chercher leurs images, ils vont les comparer, les traiter, les mettre dans les systèmes d'information qui sont le tracteur, etc. Ça sous-entend quand même que toutes ces zones rurales soient desservies aussi par cette 3G, du haut débit et autres. Donc c'est aussi un facteur limitant, je suppose, dans certaines zones. Voilà, absolument. Et alors, donc, il y a eu deux éléments dans la genèse de ces nouvelles technologies, les capteurs, donc les années 90, et puis l'Internet. Voilà. C'est ça qui a été un véhicule pour l'agriculture, de nouvelles informations et d'applications. Et par exemple, dans notre institut, mais il y en a beaucoup d'autres, on diffuse beaucoup d'applications pour les agriculteurs, pour les aider dans leur quotidien, voilà. Et donc ça a été les deux branches, on va dire, de la révolution des nouvelles technologies dans le monde agricole. Oui, alors on a deux représentants justement sur le plateau de ces deux évolutions. Romain Farroux, il n'aurait pas été envisageable de développer votre société plus tôt ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on a été suffisamment précurseur pour se heurter quand même à des difficultés liées à la précocité de notre technologie vis-à-vis du marché. Je pense qu'on a l'avantage d'avoir déjà un monde agricole qui a quand même été largement sensibilisé à ce qu'est la télédétection, c'est-à-dire la détection à distance, l'observation par le biais de capteurs. Donc on le doit à Farmstar et effectivement au fait que ce sujet-là était déjà largement exploré et vulgarisé par le biais du satellite depuis 10 ans, lorsque nous on a commencé. Donc on peut quand même se dire qu'on est arrivé sur une découverte de la technologie du drone, mais pas exactement de la finalité de ce qu'on allait produire avec. Et nous, d'un point de vue stratégique, c'était plus confortable de rentrer avec une innovation à présenter plutôt que deux. Parce que je veux bien croire que le monde agricole soit capable de l'entendre, mais on a déjà une première barrière à franchir en expliquant les intérêts, les arguments, les différences entre un système et un système existant, une innovation et un système existant. Je pense que de toute façon, on ne révolutionne rien quand on innove, on ne fait qu'améliorer. Et nous, aujourd'hui, si on devait révolutionner tout, à mon avis, on se heurterait effectivement à des levées de boucliers. Les technologies qu'on développe, dont on parle du drone, mais qui sont principalement liées au capteur, le drone est un vecteur dont on juge de l'adéquation avec la disposition parcellaire. L'intérêt, c'est le capteur. Ce capteur, il voit ni plus ni moins que des nuances de couleurs, dans des phases, dans des longueurs d'onde que vos yeux ne voient pas. Mais mon grand-père, quand il faisait sa fertilisation azotée, il le faisait avec la perception colorée qu'il avait de sa culture. J'ai la même, mais avec un capteur et avec de l'infrarouge. La façon dont je vais aller gérer la fertilisation azotée, effectivement, on a de plus en plus d'outils et de données. On est dans le monde du big data agronomique qui nous permet de modéliser de plus en plus finement, mais ça reste une stratégie de fertilisation azotée la plus traditionnelle qui soit.
Et, oui, justement, pour bien comprendre justement la technologie du drone que vous développez, il y a un petit film qui va passer pendant qu'on parle, mais là aussi, si on veut être très très concret, c'est une cartographie, cette espèce de zonage pour pouvoir déterminer très concrètement où traiter, comment traiter, c'est ça? Exactement, hein? Ça détermine de la même manière que les technologies précédentes, mais avec un niveau de précision qui est au mètre carré. À chaque mètre carré, c'est comme si on réalisait un prélèvement, un échantillonnage. C'est pareil, on ne révolutionne pas la technique de prise de décision sur l'azote, on révolutionne la technique d'échantillonnage de l'élément agronomique qui nous permet de décider. Donc on échantillonne la biomasse d'un colza ou le taux de chlorophylle d'un blé, de la même manière qu'on le fait classiquement. On va faire cet échantillon d'habitude dans sa parcelle, mais on le fait à 4 ou 5 endroits, représentatifs statistiquement le mieux possible de la totalité des zones. On rentre dans un monde de la gestion intraparcellaire. Aujourd'hui, il y a des logiques de remembrement, des historiques de parcelles qu'on ne connaît plus, qu'on ne situe plus, et des effets climatiques chaque année qui les font se traduire différemment. Donc on a besoin d'une dernière photo avant d'aller vous faire sa pratique, qui est aujourd'hui celle de la fertilisation azotée, une dernière photo très actualisée de l'état et des différences, des hétérogénéités intraparcellaires. Est-ce que ces évolutions technologiques, celles que vous développez, elles sont facilement acceptées par les agriculteurs? Et en tout cas, est-ce qu'ils se les approprient assez facilement ou est-ce qu'il y a des réticences, j'allais dire peut-être même générationnelles, à ces technologies-là? Le gros avantage qu'on a, c'est qu'on vient du monde agricole et que je pense qu'on est arrivé avec une démarche d'agriculteurs plutôt qu'avec une démarche d'ingénieurs qui allaient venir leur apprendre ce qu'ils allaient devoir améliorer. D'accord. Moi, je viens avec la vocation d'aider mes parents. Je viens avec la vocation de leur apporter une solution dans le contexte qu'ils ont passé, des difficultés qu'ils ont eues et de celles qui les attendent. Et j'ai vu se remembrer des parcelles. J'ai vu les parcelles d'élevage de mon grand-père se remembrer pour donner une parcelle à pivot de production de maïs. Ben moi-même, je n'ai pas très bien souvenir d'où étaient les haies que j'ai coupées quand j'avais 12 ans. J'en ai pas coupé trop, on en a gardé quand même pas mal. On essaie quand même d'équilibrer tout ça. Déjà, on a une vocation raisonnée dans le monde agricole. J'ai été jalon devant les pesticides. À l'époque, on n'avait pas de GPS. Je suis ravi qu'aujourd'hui, mon père le fasse tout seul avec son équipement et que ces pesticides soient apportés de façon plus raisonnée que ce que j'ai pu connaître dans les années 80. On ne va pas se mentir. Et aujourd'hui, quand on peut l'améliorer, on améliore d'une part un point fondamental pour les exploitants, c'est leur marge. Oui, complètement. Ça aussi, on verra dans les différents reportages que nous découvrirons tout au long de cette émission. Mais Jean-François Goupillon, à l'image de ce que vient de dire Romain Farou, est-ce que finalement, ces outils-là et ces nouvelles technologies ne sont finalement que des outils d'aide à la décision? C'est-à-dire que l'arbitrage final, il reste malgré tout à l'agriculteur. L'arbitrage final, il reste évidemment à l'agriculteur aujourd'hui. Peut-être que ça va encore évoluer vers une prise de décision plus partagée, mais je voudrais rappeler que pour nous, au moins industriels, ces nouvelles technologies, elles viennent de plus loin. Oui. Elles ont porté leur signification un peu dès le début. Je donnerai un exemple qui est c'est la fin des années 70. On faisait beaucoup de la boue encore à cette époque-là. Il y avait une grosse problématique, c'était d'éviter de s'embourber régulièrement. Et accessoirement, ou moins accessoirement, en fonction des crises pétrolières qu'on a connues, éviter de consommer trop de carburant. Hein. Et je pense que le début de l'évolution a commencé quand on a introduit l'électronique sur les tracteurs et qu'on a piloté électroniquement des relevages. Et on a pu fournir à l'agriculture à ce moment-là. Et là, on rentre dans les synthèses, enfin dans les commandes de synthèse qui ont été évoquées tout à l'heure en matière d'élevage. On a pu fournir à l'agriculteur le moyen de choisir lui-même son patinage, qui n'est pas du tout une grandeur intrinsèque au tracteur, mais il a pu y accéder parce qu'il y avait déjà des capteurs, il y avait déjà des régulations électroniques, et il y a eu très rapidement, par Renault Agriculture à l'époque, des régulations qui étaient numériques, c'est-à-dire qu'on était déjà dans l'électronique numérique. Ça, c'est la fin des années 70. Mais c'est vrai que l'utilité forte et beaucoup plus générale est venue de la fusion de ces données, qui a d'ailleurs permis, on a parlé du robot de traite, depuis quelques années, c'est une installation sur deux d'installation de traite qui est robotisée, parce que ce n'est pas simplement je remplace une tâche astreignante, mais aussi je permets de faire autre chose. Je permets de surveiller mon troupeau, de surveiller la qualité du lait, de surveiller un certain nombre de choses. Et là, c'est la fusion de ces données qui a conduit aux salles de traite d'aujourd'hui et qui conduit au développement, dont on reparlera sans doute, entre les tracteurs et les machines. On parlait de nouvelles technologies et puis Romain Farou a
employé un mot qui s'appelle FarmStar. Alors pour le commun des mortels que nous sommes et que nos téléspectateurs sont aussi, Jean-Paul Borde, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette technologie, puisque je crois qu'elle est quand même un peu à la base aussi d'un certain nombre d'évolutions. Oui, c'est une technologie qui utilise les images satellites. Voilà. Et en fait, FarmStar, c'est l'innovation, c'est pas les satellites, hein, parce que ça existait déjà depuis un certain nombre d'années, des satellites d'observation de la Terre. C'est plutôt le mariage entre l'image satellite et l'agronomie. C'est ça l'innovation. Et en fait, en interprétant les images de réflectance, comme l'expliquait Romain Farou, c'est-à-dire qu'on voit le végétal dans certaines longueurs d'onde, et tout l'intérêt, c'est de pouvoir interpréter ce signal et de pouvoir donner un conseil à l'agriculteur. Alors ça a démarré, en fait, le calendrier est intéressant, ça a démarré en 1996, où on a participé à un projet de recherche pour voir quel était l'intérêt des images satellites en agriculture. Voilà. Et puis ce travail de recherche a conclu que ça pouvait être intéressant, mais qu'il fallait respecter un certain nombre de choses. C'était ça un peu le produit de sortie de ce projet de recherche. Et puis à partir de 2000 jusqu'à 2002, on a essayé de mettre au point un service qui utilise les images des satellites. Alors à l'origine, c'était les satellites Spot. Et donc de les interpréter pour les rendre opérationnels aux agriculteurs, c'est-à-dire leur envoyer des informations qui leur parlent, c'est-à-dire par exemple le nombre de tiges qu'ils ont au mètre carré et le risque de voir le blé se verser par exemple, qui est un problème ou pas. L'état de nutrition azotée et savoir s'il faut rapporter ou pas de l'azote. Et puis de fil en aiguille, on a complexifié les services qui sont issus de ces images. Et aujourd'hui, donc, on a démarré à 0 en 2002. Aujourd'hui, il y a à peu près 700 000 hectares en France qui bénéficient de ça, à peu près 10 000 agriculteurs. Sur le plan de la conception du service, c'est probablement un des services, si ce n'est le service le plus abouti, on va dire, au niveau planétaire, au niveau mondial. On ne trouve pas quelque chose d'équivalent. Voilà. Et c'est valable aussi, par exemple, pour lutter contre certains agresseurs, pour définir des zones à traiter ou pas encore? Oui, alors en fait, c'est intéressant de voir la combinaison d'innovation. L'innovation au départ, c'est l'image satellite, l'agronomie, du conseil que l'on donne. Voilà. Et puis, il se crée un système d'information, c'est-à-dire une relation entre des gens qui font tourner les modèles, des agriculteurs qui envoient de l'information et qui en reçoivent, des gens du spatial qui combinent. Bon, il se crée une espèce de réseau de transfert d'informations et on utilise ce réseau pour envoyer d'autres informations en valorisant d'autres parties de la chaîne de valeur. Par exemple, pour les maladies, on n'utilise pas les images. Alors pour une raison très simple, c'est que quand on voit la maladie, c'est trop tard. Voilà. Il faut pouvoir traiter ou décider de traiter, parce que c'est quand même l'agriculteur qui décide, avant que la maladie ne soit visible. Et donc pour ça, on utilise des modèles agroclimatiques qui marchent très bien, sur les céréales, sur la pomme de terre, etc. Et on est capable de prévoir l'arrivée de la maladie dans une parcelle. Et alors, on n'utilise pas l'image satellite, mais on utilise le réseau que l'on a formé de liaison avec les agriculteurs pour leur envoyer l'information. D'accord, pour faire du préventif. Voilà. Et donc l'agriculteur, lui, reçoit un ensemble de services. Certains sont faits avec des images satellites, d'autres pas. Mais peu importe, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une chaîne d'informations qu'il sache valoriser. Alors justement, on va aller retrouver Thomas Raveau, qui est agriculteur pas très loin de chez vous, Sophie Descamps, en Maine-et-Loire, et qui utilise justement cette technologie FarmStar sur son exploitation. On va le retrouver et il va justement nous expliquer les atouts de cette nouvelle technologie. Thomas Raveau, agriculteur au Vieil-Baugé. On se situe sur la commune du Vieil-Baugé, dans le Maine-et-Loire. Installé depuis le 1er mars 2007 en GAEC avec mon père. Moi, je produis sur mon exploitation du blé, du maïs, du colza et un petit peu de prairie pour les bovins. Donc j'ai ce matériel depuis 2011. Qui est que GPS, c'est mon concessionnaire, si vous voulez, parce que j'avais eu la console et le récepteur en démonstration. Et comme j'avais à l'époque un tracteur équipé, du coup dans la foulée j'ai acheté l'ensemble. Et ensuite est venu se greffer à ça FarmStar via Terrena.
Et là où on fait de la modulation d'azote, c'est-à-dire qu'on met la bonne quantité au bon endroit. Le GPS m'a coûté 11 000 €. Donc c'est-à-dire ça comporte la console, le récepteur qu'il y a sur le toit et l'abonnement. 11 000 €, mais moi je l'ai amorti la première année en économisant 10 000 € d'azote sur les blés. Ça me permet un confort de travail déjà, de une. En blé, les premiers passages, sinon avant on jalonnait à la main pour avoir tous nos écartements de passage. Puis surtout un intérêt économique parce que j'estime qu'on économise à peu près 15-20 % d'azote sur les blés. Le GPS, il me sert pour tout dans les champs, que ce soit du déchômage, de travail de sol, les semis. Tous les semis sont réalisés au GPS, donc une précision extraordinaire. Et ça, je suis sûr que ça nous fait faire des économies aussi, mais qui sont difficilement quantifiables. Ça évite les recroisements. On s'en sert pour tout. J'ai ma moissonneuse est équipée aussi d'autotrac. C'est vraiment un confort vraiment très très bien. Sur l'azote, on était beaucoup moins précis parce que ça voulait dire qu'on mettait une certaine quantité et on faisait partout pareil. Ça veut dire que les endroits qui étaient potentiellement moins bons avaient la même quantité, donc c'était vraiment du gâchis, quoi. Et puis sinon, sur les semis, on faisait à la main, à l'œil. Déjà, le FarmStar m'envoie les cartes que le satellite prend pour la modulation d'azote sur mon ordinateur de bureau. Et je mets ça sur ma clé USB et après que ma clé USB, je la branche sur la console. En fait, c'est un satellite. C'est un satellite qui prend des photos des cultures de sortie d'hiver jusqu'à aujourd'hui à l'épiaison. C'est-à-dire qu'il calcule la biomasse au mètre carré en sortie d'hiver et il la recalcule là sur les blés juste avant l'épiaison. C'est surtout que ça a été très vite. Moi, je me suis installé en 2007. Si on m'avait dit qu'en 2011, j'aurais été équipé comme ça, je ne l'aurais jamais cru. Et de toute façon, ça va être... ce n'est qu'un début. C'est une certitude. Mon père et même mon grand-père, que j'ai la chance encore d'avoir, et qui vient, et ils sont ébahis. C'est vrai, c'est une génération qui a tout vu, et c'est vraiment que c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Malgré ce qu'on dit, l'agriculteur est le pollueur, mais on fait tout pour justement moins polluer grâce à ça, grâce à l'évolution technologique. Retour sur le plateau de Terre d'Info avec vous, Jean-François Goupillon. On vient découvrir justement dans le reportage les atouts, en tout cas de la technologie FarmStar. Alors, est-ce que ça existe sur tous les types de machines agricoles que vous préconisez ? FarmStar, c'est une technologie qu'on pourrait appeler propriétaire, qui a été développée par un fabricant. Aujourd'hui, l'industrie développe des normes qui permettent de faire ce genre de choses avec des combinaisons de matériel issus de fabricants différents. Ça veut dire que quel que soit le type de fabricant, les machines peuvent communiquer entre elles. C'est ça. D'accord. C'est ça, il y a une norme unique. C'est ça l'objectif. Il y a une norme unique qui est connue sous le nom d'ISOBUS. ISO, ça veut dire que ça a été normalisé dans l'Institut de normalisation mondiale. Et bus, ça veut dire que ça porte sur ce qu'on appelle un bus de communication, qui est un ensemble de logiciels, enfin de protocoles et de couches physiques, c'est-à-dire des fils, des prises, etc., qui sont parfaitement décrites de façon que les différents fabricants puissent les mettre en œuvre de façon identique et donc que les matériels puissent se reconnaître et fonctionner harmonieusement entre eux, puisque la plupart des machines agricoles, à l'exception des grosses machines de récolte, sont en fait des combinaisons de tracteurs et de machines traînées ou portées. Et sur ces machines justement agricoles, est-ce qu'on est sûr de garantir une amélioration du rendement ? Parce que l'agriculteur qui nous écoute aujourd'hui peut se dire, voilà, je veux bien investir, c'est ce qu'a fait notre ami dans le reportage, mais malgré tout, est-ce que je suis sûr d'améliorer mon rendement ? Ce que vous appelez rendement, c'est-à-dire la production, ou c'est la productivité, le rendement économique de l'entreprise? Parce que l'objectif, c'est quand même d'abord l'efficacité économique de l'entreprise. Et là, je pense que oui, c'est l'objectif poursuivi par tout le monde, avec des résultats qui diffèrent, enfin qui sont
de poids différents suivant les opérations culturales, mais on sait qu'un guidage plus précis permet d'économiser du temps. Du temps, des intrants, on l'a vu dans le reportage. On sait qu'une localisation précise et des outils qui sont facilement réglables ou qui se règlent tout seuls permet d'économiser des intrants. Tout ça, c'est effectivement l'objectif. Encore une fois, les systèmes, les technologies nouvelles, les systèmes automatisés, voire robotisés, n'ont pas leur place s'ils font simplement le remplacement d'une tâche plus ou moins basique de l'individu. Ils n'ont leur place que s'ils améliorent son efficacité. On a vu justement les atouts dans le reportage et dans ce que vous dites aujourd'hui, mais quelles sont les limites aujourd'hui de l'électronique embarquée et de cette technologie-là ? Il faut être honnête et dire qu'il y a encore des limites en termes de compatibilité. D'accord. Il y a un chantier actuel qui est mené par l'industrie au niveau mondial au travers d'une association qui s'appelle AEF, qu'on peut traduire en français comme Association des industriels de l'agriculture pour l'électronique. Et cette association, elle édite des protocoles de test et elle certifie des laboratoires dans le monde entier pour que les fabricants puissent valider la compatibilité de leur matériel. Et elle organise 2 fois par an ce qu'on appelle des Plugfest, qui sont des rassemblements de branchements pour que les entreprises puissent venir avec leurs équipements et vérifier qu'ils sont effectivement compatibles. Le prochain aura lieu en France au mois d'octobre prochain. Et ça rassemble 500 à 600 personnes du monde entier qui viennent vérifier la compatibilité de leurs produits. En termes de pourcentage sur l'ensemble justement des agriculteurs qui achètent des machines agricoles aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de ceux qui s'approprient ces technologies ? Alors, on n'est pas très malin parce qu'on n'a pas introduit ce genre de... Enfin, je dis, on n'est pas... AXEMA n'est pas très malin et nos homologues étrangers non plus. Jusqu'à présent, on n'a pas introduit ce genre de qualification dans nos statistiques. Bon, ce qu'on sait, ce qu'on voit, c'est que les tracteurs, au-delà d'une certaine puissance, proposent tous une connexion Isobus. Ce qui fait que depuis 3-4 ans maintenant, tous les fabricants de machines ont aussi des propositions, au moins dans les secteurs qui sont les plus intéressants, c'est-à-dire en gros les secteurs d'épandage, pulvérisation, engrais minéraux, engrais même organiques. Aujourd'hui, on a des épandeurs de fumier qui font aussi de la pesée, et qui transmettent de l'information aux tracteurs. Donc tout ça évolue depuis 3-4 ans de façon assez rapide. Alors Jean-Paul Borne, le tracteur sans chauffeur, mythe ou réalité ? Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors non seulement c'est une réalité, ça marche bien. Et nous, on a fait, donc, pour rebondir sur les propos précédents, là, on a fait des études économiques pour savoir quand même si ça valait le coup, etc. Et a priori, toutes ces technologies, donc tout ce qui est géopositionnement, repérage dans la parcelle, application modulée, autoguidage. Autoguidage, oui. Il y a un retour sur investissement qui est assez rapide, hein, c'est-à-dire que économiquement, ça vaut le coup. Hein, c'est-à-dire que l'économie d'intrants, de temps, de gasoil, etc. Parfois, les augmentations de rendement, vous en parliez, mais en général, ces technologies, bon, par exemple sur Farmstar, 1 à 2 quintaux de plus, c'est quelque chose que l'on observe en moyenne. Hein. Mais en fait, les agriculteurs, c'est pas tellement pour ça qu'ils l'adoptent. C'est nécessaire, il ne faut pas que ça coûte, il faut que ce soit rentable. Ouais, ça, c'est ouais. Mais en fait, ils l'achètent pour 2 choses, à mon avis. La précision, parce que les agriculteurs, ils aiment bien faire un travail précis. Je ne sais pas si, si on revient sur les propos de l'agriculteur qui était là, il disait, moi, finalement, je fais un peu ce que faisait mon grand-père, mais en 100, 1000 fois plus précis, quoi. Ouais. La précision et l'aspect confort au travail. Voilà. C'est-à-dire que l'autoguidage, ça permet d'alléger la tension qu'a l'agriculteur en permanence sur les roues, le guidage, l'observation du matériel derrière en permanence, etc. Il est beaucoup plus disponible et réceptif pour vraiment piloter ces machines. On passe finalement d'un poste de conduite à un poste de commandement ou de contrôle finalement de l'ensemble des capteurs qu'il y a dans la cabine du tracteur, parce qu'il commence à y en avoir pas mal aujourd'hui. Hein, voilà. Et donc les 2 éléments, à mon avis, qui animent les agriculteurs, c'est le souci de précision et le confort. Et bien sûr, il faut que ce soit rentable. Voilà. Mais ce qui l'est plutôt.
Si je peux ajouter un Delphine troisième Descamps. argument, si vous permettez, en tant qu'utilisateur aussi, il y a aussi le côté traçabilité et le côté enregistrement des pratiques qui, là, effectivement, quand c'est automatisé, non seulement c'est effectivement régulier et bien fait, mais c'est enregistré et ça permet effectivement, après, avec tous les liens informatiques possibles, de mettre à jour les cahiers de traçabilité qui, là, sont la lourdeur réglementaire qui touche les agriculteurs. Et là aussi, c'est une assistance très intéressante. Delphine Descamps, est-ce que là aussi l'impact environnemental est un des outils de la décision? Bien entendu, ça fait partie. Alors, en plus, en tant qu'éleveur, où là, j'oserais dire, on a le double impact qui est les cultures et les effluents qui sont, comme on l'a très bien dit, aussi épandus de façon là, rigoureuse. Mise à jour du cahier d'épandage sont des choses qui, pour nous, sont aussi une sécurité réglementaire supplémentaire et aussi source non seulement de nuisances vers les tiers. Juste pour être très concret, par exemple, dans le domaine des cahiers d'épandage, donc l'épandage des effluents, il faut respecter une distance aux voisins, une distance aux routes, une distance aux équipements publics. On peut des fois être pris dans le feu de l'action, de la journée, les oublier, etc. L'ordinateur n'oublie pas. L'appareil n'oublie pas, l'appareil lui a l'automatisme et va nous faire arrêter ou va s'arrêter tout seul effectivement et là quelque part va nous mettre en place l'automatisme que notre intelligence peut avoir oublié. On va essayer d'être concret justement avec vous et votre expérience parce qu'effectivement vous êtes passé à la robotisation notamment au niveau de la traite de vos vaches laitières, vous nous en parliez tout à l'heure. Là aussi on parlait d'investissement et de rendement. Je suppose que c'est un investissement qui est lourd voilà, pour une exploitation. La prise de décision a été faite justement suite à des études de rendement et de retour sur investissement ou bien plus sûr. Pour le confort de travail, en gros, c'est ça? Bien sûr, toute exploitation agricole doit se poser la question de la rentabilité de l'investissement. Il faut avoir atteint une certaine dimension économique qui permet d'avoir le retour sur investissement. Il faut savoir ce qu'on compare. On est sur un matériel qui, moi, dans mon cas, fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, quand on compare à de la main-d'œuvre salariée, on n'est effectivement pas sur la même comparaison, puisque vous savez que la traite, l'élevage laitier est une astreinte biquotidienne et samedi, dimanche et jour férié. Donc, il faut prendre en considération ces choses-là. Il faut prendre en considération qu'est-ce qu'on remplace. Moi, en l'occurrence, effectivement, on avait ce souci de main-d'œuvre, donc il fallait comparer l'emploi d'une main-d'œuvre. On avait des installations qui devenaient aussi peut-être en bout de vie, donc c'est à ce moment-là que se pose la question au moment du remplacement. Et donc, on a fait une étude économique, effectivement. On amortit sur une durée de fonctionnement. Toute la question est effectivement de la durée de l'amortissement, de la fiabilité de la technologie, des coûts induits méconnus, mais ce sont des prises de risque que l'on prend. Et surtout, donc, avec pourquoi donc votre question était a-t-on décidé à ce moment-là? C'est parce que la technologie était mûre et mature. On n'a pas été effectivement tout à fait les tout premiers. Il a fallu quand même un petit peu d'expérience, de retour d'expérience. Moi, en l'occurrence, concernant donc, mon installation de robot-traite, on est déjà sur la 4e génération de ce matériel-là. Donc, il a déjà été éprouvé, amélioré. Et après, il faut effectivement une certaine confiance dans le constructeur. Est-ce que vous êtes accompagné justement? Est-ce qu'il y a une formation, que chaque constructeur délivre une formation pour justement s'approprier l'outil? Bien entendu, oui. Là, en l'occurrence, on revoit tout un bâtiment, donc on est accompagné par le constructeur. On a aussi quand même énormément de conseils en élevage qui nous apportent des observations, des remarques. Et puis on a aussi un grand réseau avec des voisins qui l'ont déjà mis en place, qui apportent leur expérience. On a cette chance en élevage d'être très réseau, d'être très... Et nous, en l'occurrence, par exemple, si on a choisi cette marque-là, c'est que notre voisin l'avait déjà, qu'on pouvait s'entraider avec lui, se faire remplacer. Parce que dès lors qu'on est comme ça sur des technologies, il faut avoir les gens qui connaissent cette technologie. On est sur une forme de main-d'œuvre différente. On est moins sur des exécutants, on est sur des gens qui ont... Un peu plus qualifiés. Vous avez un besoin on peut dire ça, ou du moins plus habitué, on va dire. Et parce qu'on s'approprie toute forme de technologie dès lors qu'on le veut, j'en suis persuadée. Et donc on a perdu des gens qui n'ont plus cette crainte de la technologie, qui ont su se l'approprier, et ça c'est des choses qui demandent une certaine effectivement expérience, on va dire. Voilà. Et du point de vue de l'animal, là c'est une question, une petite curiosité, est-ce que finalement l'animal s'approprie la machine comme il s'approprie l'homme en fait? Je pense plus. Non, je pense
honnêtement, je crois qu'elles mes vaches laitières se sont beaucoup plus vite habituées à la chose que moi-même. Je crois qu'elles avaient, parce que donc, on le verra peut-être dans votre reportage, le robot traite fait que chaque vache devient un individu propre. Et donc un individu, on l'oublie des fois, dans un troupeau se noie, mais là retrouve son individualité. Et on en a qui préfèrent aller la nuit, parce que c'est plus calme. On en a qui préfèrent se mettre dans ce qu'on appelle le box de préparation, parce que là, elles seront plus faibles, elles ne seront pas embêtées par une grosse. On a celles qui... alors, on verra, elles sont attirées par l'alimentation. Hein, donc ça, c'est des choses qu'on connaissait déjà avant, qu'on appelle les DAC, distributeurs automatiques de concentré. Et donc, elles ont une addiction à ce distributeur de bonbons qui fait qu'elles nous poussent quand on les empêche d'y aller. C'est vraiment quelque chose d'assez remarquable. Ouais. Ouais. Alors justement, vous parliez de reportage dans un élevage laitier. Alors direction, là aussi, votre département ou à côté, le Maine-et-Loire. On va retrouver Jean-François Thierry, là aussi, mais pour un autre type de robot, qui est celui de robot d'alimentation. Je m'appelle Jean-François Thierry. Nous sommes à Andigné, dans le Maine-et-Loire. On est 2 sur l'exploitation, moi et mon frère. On a une exploitation de 190 hectares avec un quota laitier de 580 000 litres de lait. Donc en moyenne, c'est 55 vaches laitières sur l'année. Alors le robot Vector est arrivé il y a 2 mois sur l'exploitation. C'est un robot qui nourrit tous les animaux de l'exploitation, avec des rations qui sont spécifiques à chaque lot d'animaux. Il y a 2 grandes étapes. En fait, toutes les heures, il s'en va scanner toutes les lauges sur la route pour laquelle il est programmé. Et s'il détecte qu'il manque du fourrage dans l'auge, il reprépare une ration pour un groupe défini sur sa route. Une fois qu'il revient à sa place, il y a le grappin qui se met en route et il choisit tous les éléments dans la cuisine pour constituer la ration demandée. Ça fait 2 mois qu'il est en route. Alors le gros changement, c'est qu'avant l'arrivée du robot, tous les jours, j'avais à peu près 1 heure de travail pour nourrir les animaux. Et là, en moyenne, on passe 1 heure tous les 4 jours pour remplir la cuisine. On remplit d'aliments. Et puis l'autre changement qu'il y a eu, qui est intervenu à la mise en place du robot, c'est qu'on a diminué la quantité de refus. Parce qu'avant, les animaux ne consommaient pas tout ce que je donnais à manger. Alors que là, comme lui, il donne que des petites quantités, les animaux, on a presque plus de refus. Les animaux, ils se sont accoutumés en une après-midi, elles ont tout de suite compris que cette machine-là, elle venait avec de l'aliment, donc elles en ont pas eu peur. On gagne en flexibilité, après on n'est plus obligé le matin de venir à heure fixe sur l'exploitation pour nourrir les animaux. Là, on peut venir soit de très de bonne heure, ou soit à midi le dimanche, si on a envie de venir qu'à midi, on peut se lever, on peut faire une grasse matinée. On avait un tracteur et un bol mélangeur à renouveler. Donc évidemment, cette machine-là coûte un peu plus cher qu'un investissement classique, mais il faut compter qu'on a la main-d'œuvre en moins. Donc ça dépend à quel coût on valorise notre main-d'œuvre. Et l'autre avantage, c'est que lui, sur mon exploitation, il distribue 6 rations différentes. Alors qu'avant, je faisais 2 rations. Je faisais une ration pour les vaches laitières et une ration pour les génisses. Et j'essayais d'accoutumer, d'en mettre un peu plus pour les autres lots ou un peu moins. Alors que lui, quand il se déplace, c'est vraiment pour une ration spécifique au nombre d'animaux qui se trouvent dans la case. Donc il y a des économies d'aliments. Sur une année complète, je pense qu'on devrait faire des économies d'aliments. Il y a une application qu'on télécharge pour le smartphone. Et moi et mon frère, on a l'application et on peut le lancer. Elle mange mieux, oui, elle mange mieux, elle mange surtout plus équilibrée et du fourrage frais à chaque distribution. En gros, il distribue 7 fois par 24 heures pour les vaches laitières, donc c'est 7 fois des petites quantités de fourrage équilibré. Automatiquement, on devrait gagner en production. On a l'opération de paillage
qui se fait à la main, mais qui pourra peut-être se mécaniser dans l'avenir, à voir, quoi. Sur le plateau avec nos invités et notamment Delphine Descamps. Alors justement, on a parlé de vos robots de traite. Le robot d'alimentation, vous l'avez aussi ou pas? Non, celui-là, on n'a pas fait ce choix technologique. Nous, on a une Puma qui fait ça, mais enfin, voilà, ça, c'est... Voilà, comme il dit, voilà, chaque exploitation a ses besoins, correspond à ses... Voilà, comme il l'expliquait, à ses besoins de main-d'œuvre ou ses besoins de changement de matériel, et après, choisit et s'adapte en fonction de ce qui est possible technologiquement. Mais je constate l'addiction qui arrive au niveau des technologies. Voilà, quand une tâche a été robotisée, il en faut une autre. Oui, après. la tâche d'après. Ah bah, La tâche d'après. oui, et puis les industriels sont aussi friands justement de ces différentes adaptations et pour vous faciliter la vie, parce que c'est aussi un emploi du temps qui a dû changer pour vous. Oui, immanquablement. Il a dit exactement la même chose. La souplesse, effectivement, la souplesse dans notre travail, parce qu'effectivement, on est désormais, on doit toujours intervenir. Hein. Il faut quand même, la machine, c'est des automatismes, ce n'est pas une intelligence. Il faut quand même effectivement toujours diriger les machines et les contrôler, les surveiller. Évidemment, ça c'est évident. C'est pas la même main d'œuvre, mais c'est une main d'œuvre qu'on a toujours besoin. Mais pardon, j'ai perdu le fil de mes idées. Donc, une fois qu'on a... Oui. Qu'on a fait ça, qu'on a compris comment fonctionnent les machines, on adapte son emploi du temps en fonction de ça. Et, moi, par exemple, très concrètement, maintenant, mes horaires de travail ne sont plus décalés, ils ne sont plus très tôt le matin ou astreintes le soir. Ouais. J'ai des enfants, 18h était toujours l'heure de la traite et l'heure où on ne peut pas aller à l'école, où on ne peut pas aller chercher ses enfants. C'est vraiment désociabilisant, 18h. Et grâce à ces technologies-là, effectivement, je n'ai plus cette contrainte horaire fixe et tous les jours. Jean-Paul Borde, on a vu l'impact sur les animaux, l'impact sur le mode de vie des agriculteurs, mais l'impact sur les prairies, puisque finalement, là aussi, on a un robot d'alimentation qui fait que finalement, on va moins, enfin en tout cas, l'élevage et les vaches vont moins dans les prairies. Est-ce que là aussi, on a mesuré les impacts environnementaux sur les prairies ? Oui, alors ce qui est vrai pour les grandes cultures l'est aussi pour les prairies, c'est-à-dire tout ce qui est repérage dans les parcelles, dans les prairies pour faire des applications, par exemple d'engrais ou des choses comme ça, est d'autant plus nécessaire qu'il n'y a pas de point de repère marqué dans la parcelle. Et donc une prairie, il n'y a rien. Donc tout ce qui est repérage est tout aussi intéressant. Tout ce qui est aussi pilotage de la conduite de la prairie, rentre aussi dans le champ des nouvelles technologies. Alors par exemple, vous allez voir qu'on fait le bouclage avec les images satellites. Il y a une innovation qui a émergé aussi dans le courant des années 90 qui consiste à regarder la vitesse de pousse des prairies pour savoir comment on optimisait la mise à l'herbe des animaux. Alors ça, c'est un problème pour les éleveurs qui est assez important, parce que soit on les met trop tôt et on détériore la prairie. Hein, parce qu'ils piétinent, etc. Soit on les met trop tard parce que la valeur alimentaire du fourrage a baissé, ou on n'optimise pas la pousse de la prairie. Et donc, il y a des périodes qui conviennent bien. Et donc, on a mis au point des systèmes de capteurs. Donc, vous voyez, l'histoire recommence pareil. On regarde la plante, des modèles qui prennent en compte la pousse de la prairie et le besoin des animaux, et on détermine quelle est la date optimum. Et aujourd'hui, ou demain, on sait faire ça avec des images satellites, c'est-à-dire qu'on regarde la pousse de la prairie. Alors aujourd'hui, l'intérêt pour ça est peut-être moindre que sur les grandes cultures, mais c'est une technologie qui peut émerger demain si le besoin s'en fait sortir. C'est toujours l'agriculteur qui est moteur, c'est lui qui demande. Si c'est une fonction qui l'intéresse et que l'on remplit, c'est une technologie qui va partir. Si ça ne l'intéresse pas, ça ne correspond pas à ses priorités, etc., c'est une technologie qui peut rester en sommeil. Moi, je considère aujourd'hui que la technologie, donc les mécanismes, ne sont plus les limites, ne sont plus les facteurs limitants. Le facteur limitant, c'est l'imagination de chacun pour voir comment on peut transformer cette technologie existante en service concret pour les agriculteurs. Donc le champ, celui des drones en est un, mais le champ d'innovation est immense, puisque le facteur limitant, c'est notre cerveau pour imaginer des nouveaux services, et pas tellement la technologie. Romain Farroux, sur les prairies, vous avez eu des demandes ? Oui, énormément. Nous, on est plutôt guidé par les demandes clients. On est vraiment au contact, c'est l'avantage de la proximité du drone, c'est qu'on est beaucoup au contact des utilisateurs et ce sont souvent leurs idées et leurs
pistes à l'usage qui sont les meilleurs indicateurs technico-économiques d'un levier de pratique qui va les intéresser. Après, nous, on peut aller voir si d'un côté scientifique, au niveau des gens comme Arvelis ou l'INRA, on trouve de la bibliographie scientifique ou si on peut en établir nous-mêmes. Parce que finalement, on découvre qu'on est dans un niveau d'avance technologique au niveau de la télédétection en France et en Europe occidentale, qui fait qu'on est quand même pionnier, même leader mondiaux de ces technologies. Les publications scientifiques qu'on produit autour de tout ça font le tour du monde à chaque fois. Nos capteurs commencent à faire le tour du monde aussi, donc on voit bien qu'on a des problématiques qui nous sont très bien remontées par les utilisateurs de France aujourd'hui. Mais ce que je trouve moins intéressant dans l'accueil de la nouvelle technologie, c'est que parfois il ne suppose pas d'être justifié. Les agriculteurs sont quand même capables de choix intuitifs, de percevoir et de sentir. Oui. Le monsieur qui a son robot d'alimentation, finalement, le gain en termes de performance et d'alimentation, il ne l'a pas encore estimé, il ne l'a pas encore jugé, il le sent bien. La modulation intraparcellaire, quand on voit à un moment donné l'hétérogénéité qui se traduit et qu'on se dit on va pouvoir mettre 40 unités d'écart d'azote entre le haut et le bas de son champ, on sait qu'on a un haut et un bas de champ. Depuis l'arrière-grand-père, on a un haut et un bas de champ. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir l'optimiser ? C'est très compliqué, même si on le fait, d'estimer le gain que ça produit. Parce que c'est de la science du vivant. Et que même si on vient, nous, jouer sur de l'azote à un moment clé pour mettre la plante en capacité de produire. Si elle se prend une gelée derrière, j'aurais fait mon boulot à la perfection. Bien sûr. Mais à la fin, il y aura un rendement déplorable. Donc l'analyse du gain, et Farmstar avec 15 ans d'ancienneté, je ne leur jette pas la pierre, tâtonne à avancer des arguments de gain optimum ou de gain de rendement déjà, parce que c'est très lié à l'année, c'est très lié au territoire et à l'hétérogénéité des parcelles, c'est très lié à beaucoup de choses qui ne sont pas de l'ingénierie mathématique. Le gain qu'on peut avoir d'un point de vue géométrique quand on fait des coupures de tronçons, quand on positionne automatiquement son tracteur, ça c'est certain, c'est du calcul mathématique de non-dédoublement des passages. Le gain dans des modulations de produits et dans une optimisation de l'application versus un gain ou pas de production, des fois on peut simplement avoir limité une casse potentielle de production parce qu'on s'est mieux prémuni sur un des facteurs. Un facteur de production en agriculture, il y en a des centaines, des milliers. On vient jouer sur quelques-uns, les plus importants à notre goût, pour se mettre en meilleure position de production. Mais on peut être lié à d'autres influences. Donc c'est compliqué d'estimer le gain, mais on n'en a pas encore tellement besoin, parce qu'aujourd'hui, les principaux technophiles qui vont vers ces innovations, ils y vont par conviction, par presque vocation. Et par intuition, c'est ce que vous disiez. Par intuition. Et ça, c'est plaisant quand même de pouvoir se reposer sur cette, ce mouvement bon sens-là, sur ce mouvement et puis c'est positif. C'est quand même des gens qui sont proactifs, exactement. Allez, il est grand temps de prendre vos questions, les questions que vous nous avez posées sur nos réseaux sociaux, sur notre site www.campagnetv.com. Et on prend la première, qui est celle de Sabrina. Les productions gagnent-elles en qualité du fait de ces nouvelles technologies? Alors Delphine, est-ce que votre lait est meilleur depuis que vous avez votre robot de traite? Qu'est-ce que la qualité? C'est un grand mot. Personnellement, alors on va parler de qualité, j'imagine, les critères de la grille de paiement du lait, les taux de protéines, de matières grasses, ça n'a, pour ainsi dire, moi, à mon sens, pas du tout bougé. On a gagné en productivité par vache, effectivement, parce qu'on laiterait un peu plus souvent. Comme le principe des robots de traite est d'individualiser, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on apporte une alimentation plus précise à chacune selon ce qu'elle produit, puisque le robot sait analyser les deux aspects en même temps. Il donne un peu plus à manger à celle qui a donné plus. C'est un côté... D'accord. Produire plus pour donner gagnant, plus, gagnant. Je ne sais pas comment on peut dire. Voilà. Et donc, on a augmenté cette productivité de ce fait-là. Après, sur ce qui est de la qualité, j'imagine sanitaire, j'imagine peut-être, on peut se dire qu'il y a plus de saletés qui peuvent peut-être tomber. Là, c'est une fausse idée. Ça dépend de toute façon de l'entretien global du bâtiment par ailleurs. Comme je le disais, il y a quand même encore beaucoup de tâches qui supposent encore qu'on soit encore présent et qu'on entretienne par ailleurs et qu'on ait des mesures de par ailleurs. Pour tout ce qui est du domaine en traitement antibiotique ou traitement maladie, là effectivement c'est d'une sécurité totale. Là la machine... Oui, parce qu'elle mesure la température du lait et si vous avez aussi des évolutions... Dès lors qu'on a ce qu'on appelle une augmentation de conductivité, donc le lait qui se transforme, on a tout de suite des alertes qui sont souvent signes d'infection.
Donc pour ça, il faut bien entendu qu'on soit présent, mais on a énormément de phénomènes d'alerte et c'est d'ailleurs mon boulot tous les matins, ça, de surveiller ça. Et pour ça, on ne peut pas dire qu'il y a détérioration de qualité, y a-t-il amélioration? Pour moi, c'est sensiblement, c'est pas pire. Question suivante, la question de Franck. Est-ce que le développement de ces nouvelles technologies ouvre de nouvelles perspectives d'emploi? Jean-François Goupillon, est-ce que, par exemple, au sein des industries que vous représentez, est-ce que ces nouvelles technologies créent de l'emploi? Ces nouvelles technologies, elles animent le marché, elles conduisent à des matériels qui ont une valeur intrinsèque plus élevée. Faut dire quand même aussi qu'elles existent dans l'industrie, que de la même façon, il y a des robots qui se mettent en place dans les usines. Oui. Mais globalement, c'est vrai qu'elles participent à l'économie de l'industrie. Et elle participe à la bonne tenue, en tout cas à la bonne tenue de l'emploi dans notre secteur, qui est un des rares qui ne sont pas affectés par le chômage. Il y a un type de création d'emplois qui découle de la nouvelle technologie, c'est celui du métier d'agriculteur. Parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations aussi reprennent goût à l'idée de reprendre les exploitations, parce que les nouvelles technologies les intéressent, parce que ça les ramène dans le monde extérieur réel et dans lequel ils vivent naturellement, technologique dans lequel on vit, des réseaux sociaux, des tablettes, des smartphones. Et aujourd'hui, moi, je vois beaucoup à la fois d'agriculteurs d'une génération qu'on aurait pu juger pas concernés par les nouvelles technologies, qui le sont d'autant plus que maintenant ils sentent qu'ils ont quelqu'un qui va reprendre derrière eux et qui ne veulent pas lui confier un outil de production obsolète. Et que maintenant on a des gens de 55, 60 ans qui se mettent à l'informatique, à l'électronique, alors qu'il y a peut-être 10 ans on n'aurait jamais cru qu'ils passeraient le cap, qu'ils auraient peut-être laissé terminer l'outil de production en optimisant et en rentabilisant au maximum celui qu'il était. Ils repartent sur de l'investissement et les jeunes derrière, donc quand on fait des démonstrations, des visites de BTS, de BTA, c'est incroyable à quel point ce côté un peu réfractaire à l'informatique et à l'électronique qu'on aurait pu avoir dans les années 90 où c'était pas très au point, maintenant que ça devient très intuitif et vraiment clé en main, ça fait que le monde agricole effectivement renaît un petit peu et que les générations sont amenées à se renouveler grâce à ça. Ça, c'est primordial dans l'élevage laitier, effectivement. Là, primordial. Où là, effectivement, on avait une image d'astreinte, de pénibilité, d'odeur. Où là, vraiment, ça a apporté un... Et il y a effectivement beaucoup de personnes de 50-55 ans qui investissent dans les robots de traite. Ce ne sont pas que les jeunes, effectivement. Des gens qui veulent entrer dans la continuité, dans la modernité, et donc être vendeurs pour transmettre leur exploitation. Ils ne veulent pas pénaliser. Delphine, il nous reste 30 secondes, mais je vais prendre la dernière question, parce qu'elle aussi, elle intéresse, je pense, pas mal de téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. C'est la question de Michael. Existe-t-il des aides financières, justement, pour développer ces achats sur les exploitations? Est-ce que vous êtes accompagnés, vous, agriculteurs, sur cette transformation, en tout cas, d'outils? Alors, il existe localement des plans qui sont souvent gérés par les régions ou par ce qu'on appelle les pays. Je pense par exemple au plan les PVE, plan de développement. Voilà, merci. Les sigles en agriculture. Où là, effectivement, on a par exemple des aides quand on s'équipe de bus particulières, de choses de ce genre. Là, c'est des politiques locales, c'est assez ponctuel, on ne peut pas faire de généralité. On ne peut pas dire qu'il y a il n'y a pas une promotion de ces outils par les pouvoirs publics, en fait. En gros, c'est pas outre mesure. Il faut que ça corresponde tout de même, et ce qui est la logique du pouvoir public, à un intérêt environnemental. On l'a dit tout à l'heure sur la réduction d'intrants ou empêcher les doublons. Il faut que ça corresponde effectivement à des utilités publiques pour dire tout simplement. C'est en train de s'organiser de façon plus stricte, avec des objectifs de performance mieux identifiés, mais essentiellement autour d'enjeux environnementaux. C'est pas la technique en elle-même qui est primée, évidemment, mais c'est le résultat. Merci, madame, messieurs, d'avoir participé à cette émission. On se retrouve là aussi dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Terre d'Info. Et d'ici là, cultivez votre jardin. Au revoir.